Cette émission vous est proposée par Diedrich Legrain Consulting. Intégrez l'IA en toute confiance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de Technominds tourné dans le cadre du KIC Festival. Le KIC qui est notre partenaire pour ce talk totalement tech. Alors aujourd'hui nous allons plonger dans le monde fascinant de l'intelligence artificielle dans le secteur créatif et artistique à une époque où la technologie redéfinit notre production, notre expérience artistique. Alors est-ce un outil qui enrichit, stimule l'expression artistique ou une technologie qui risque d'uniformiser les productions? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos invités. Alors, juste à mes côtés, Anne Aurel, bonjour. Alors, tu es artiste des réseaux sociaux, on va généraliser rapidement comme ça. À tes côtés, Julien Vallée du studio Vallée du Hamel, bonjour. Et alors, pour terminer, Gilles Basler, directeur et fondateur du KIC. Bonjour à tous les trois. Salut. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit tour de table pour voir un peu, vous nous expliquiez un peu qui vous êtes et ce que vous faites. Alors Julien, peut-être, le studio Vallée du Hamel, c'est d'abord un duo. Et puis on marie un peu le design graphique et vidéo aussi grâce entre autres maintenant à l'intelligence artificielle. Explique-nous un peu. Oui, c'est ça. Nous, on est en duo avec ma partenaire Eve. On a un background en design graphique et art visuel. On fait beaucoup de réalisations vidéo dans le commercial, dans les vidéoclips depuis les 15 dernières années. Et puis, plus récemment, on est retombé dans notre passion pour l'art visuel. Donc, évidemment, l'intelligence artificielle qui est là un peu pour supporter tout ça. On a pris une tangente un peu en explorant ces nouveaux outils-là. Donc, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui et ce qu'on sait de l'IA qui va encore et encore changer. Donc, ce n'est que le début, je pense. Alors, on retrouve vos œuvres, par exemple, pour des clients comme Samsung, Google, Apple, j'en passe certainement. À tes côtés, donc, on a Anne Aurel. Alors, toi, on va dire artiste des réseaux sociaux avec un style assez unique aussi. Tu as été présenté dans des lieux prestigieux, on pense à Times Square, entre autres, le Palais de Tokyo, j'en passe. Alors toi, c'est plutôt le collage, les vidéos, mais également la réalité augmentée. Enfin, tu touches un peu à tout, explique-nous. Oui, du coup, artiste des réseaux sociaux, en fait, c'est une étiquette que je me suis auto-collée il y a quelques années parce que en fait, les réseaux sociaux sont une sorte de matériau de départ à la fois de réflexion et à la fois un matériau créatif. Mais du coup, parce que l'étiquette artiste numérique n'existait pas vraiment à l'époque, parce que je fais ça aussi depuis une quinzaine d'années. Et voilà. Et du coup, là, c'est dès qu'il y a une nouvelle technologie ou un nouvel outil, un nouveau jouet. En fait, pour moi, c'est vraiment une thématique de s'amuser avec des nouveaux jouets. Je joue. Voilà, toujours très coloré. Souvent. Ouais. Je crois que je compense une forme d'introversion par l'extraversion avec une esthétique un peu maximaliste. Voilà. Et alors, pour terminer, Gilles, toi, tu es le directeur, fondateur du KIC. Rappelle-nous un peu le KIC Festival, le festival des cultures créatives et numériques. Qu'est-ce que c'est en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore? Le KIC, c'est un festival qui est né il y a maintenant 14 ans. Je suis en parallèle du KIC. Mon background, c'est d'abord designer et entrepreneur. On a créé une agence Doc Studio à l'époque, ici basée à Namur, et puis qui s'est déployée à l'étranger. Déployée d'ailleurs. Bien déployée. Et quand après quelques années de Doc Studio, on voyageait beaucoup à l'étranger pour écouter des gens comme nos deux invités. Et on s'est dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait rien à Namur et il n'y a rien en Belgique qui met en avant les cultures numériques. Et puis un peu sur un coup de tête avec Gaëtan, mon associé et cofondateur, on a décidé en un mois de créer ce projet et on a loué une salle de conférence. On a invité 10 intervenants qu'on avait vus pendant l'année, qu'on avait trouvé remarquables. Et c'est comme ça qu'est né le projet KIC, en se disant il faut tirer l'écosystème vers le haut, il faut tirer le marché, il faut que les gens à qui on voulait vendre nos projets Doc Studio ne comprenaient pas ce qu'on essayait de
leur vendre. Et ils nous disaient c'est super, mais j'ai jamais vu ça, donc ça fait peur. J'ai pas trop envie d'être le premier à le tester. Et donc on a créé ce projet qui est devenu une association qui maintenant est beaucoup plus large que le festival. On gère 2 lieux, le track et le pavillon à la Citadelle. On gère un média. Et donc on a à travers toute l'année, la volonté de démocratiser en quelque sorte, d'expliquer et plutôt de donner pas donner des leçons, donner des clés en fait pour que les gens soient acteurs par rapport à toutes ces nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle maintenant. Voilà. Et pour recentrer un tout petit peu sur le Kik Festival, chaque année il y a une thématique bien particulière, une thématique qui fait corrélation à un enjeu, une conséquence des nouvelles technologies. Cette année, c'est discerner le vrai du faux, mais à l'heure du fake news, de la fake news et du deepfaking, c'est un enjeu important. Alors il y a clairement un enjeu sociétal important. On le voit maintenant, c'est hallucinant avec l'IA générative, l'impact que ça peut avoir sur justement ce rapport à la réalité ou à la vérité. Mais c'est aussi le thème, il n'est pas que sur justement ces deepfakes, il est aussi sur le rapport au sensible, le rapport à l'émotion. À quel moment on discerne justement quelque chose de vrai, quelque chose de faux, et comment les artistes, entre autres, jouent avec justement ce changement de perception de la réalité et provoquent à travers d'ailleurs dans le parcours du Kicking Town ici provoque des biais cognitifs qui font que tout d'un coup notre cerveau est perturbé et grâce à des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle. Je pense spécifiquement à l'œuvre qui est présente au Grand Manège, que je vous invite vraiment à découvrir, qui joue avec les sensations dans les sensations chez les gens, et c'est incroyable. D'accord. Alors justement, Julien, comment est-ce que vous, au studio, vous intégrez l'IA? À quel moment du processus on se dit, tiens, là, je vais chercher l'IA, ou est-ce que ça vient naturellement, ou est-ce que c'est d'office maintenant, l'IA est intégrée dans les productions? Il faut dire que c'est quelque chose qui est en constant changement. Et, on se serait parlé il y a 2 mois, j'aurais probablement pas répondu la même chose. Il y a tellement d'outils qui sortent, c'est presque quotidiennement. Moi, en tout cas, mon LinkedIn est rempli à chaque jour de nouvelles technologies. C'est très difficile de suivre le truc. Je dirais que on l'utilise beaucoup en tant que brainstorm, c'est-à-dire d'utiliser Midjourney pour déjà balancer quelques idées, de voir qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui fonctionne pas aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup l'IA pour. C'est si vous voulez, de faire des fails plus rapidement pour se dire, ah bon, c'est pas la bonne voie, il faut aller plutôt en cette direction. Je suis en constante interaction avec ChatGPT depuis 1 an, comme littéralement constante interaction. Je dirais que c'est comme un 3e acteur qui est venu se mettre autour de Eve et moi. Exactement, ouais. C'est pas nécessairement toujours que pour générer du contenu, c'est vraiment... Pas nécessairement que pour le créatif pur et dur, mais pour la réflexion avant la créativité. Exactement. C'est pas nécessairement des trucs que vous allez voir au final dans des projets qu'on sort, mais ça fait partie un peu de la réflexion qui mène au projet qu'on décide d'entamer. Est-ce que tu as un projet concret justement où, peut-être un exemple où l'IA a vraiment changé un peu peut-être la perspective ou là où vous vouliez arriver, je sais pas. Ouais, en fait... on est dans une grosse transformation actuellement, Eve et moi. On en parlait un peu plus tôt avant l'émission, mais on a fait beaucoup de publicité, beaucoup de travail pour des clients depuis les 10-15 dernières années. On veut se rapprocher un peu plus de notre art, c'est-à-dire de pouvoir créer sans avoir une commande littéralement au bout du sujet. L'IA est venue nous aider justement à pouvoir itérer sur des trucs qu'on peut se permettre de tourner à l'interne, des trucs qu'on peut faire, qu'on peut tourner avec un téléphone et augmenter avec certaines de ces technologies-là. Donc, je dirais que concrètement, en ce moment, il y a un gros tournant j'imagine dans ce que les gens s'attendent de nous aussi. Ça change, mais on n'est pas des gens qui aiment répéter la même chose. Donc, on a comme besoin de cet outil-là aujourd'hui pour pouvoir nous sortir de là. Puis, je pense que un projet concret, il va y avoir une exposition qu'on va faire au Mexique en mars prochain, qui va avoir beaucoup de ces nouveaux outils-là, de ces nouveaux projets-là qui vont être disponibles. Justement, Anne, est-ce que tu mesures un peu l'impact? Est-ce que l'IA a un impact sur le style artistique, sur la manière de t'exprimer? Est-ce que tu sens que depuis que ça change, ça change constamment, on l'entend, mais voilà, quel est l'impact peut-être?
En fait, à la base, je fais du collage et en fait, finalement, un peu comme toi, Julien, l'IA est venue rajouter un acteur en fait dans mon processus créatif, un peu comme une sorte d'assistant ou de stagiaire avec lequel j'interagis, avec lequel on fait rebondir des idées qui sont des fois hyper surprenantes. Enfin, la plupart du temps, complètement différentes de mon processus de pensée normal, on va dire. Et du coup, ça m'ouvre des nouvelles voies, de nouvelles formes de créativité. Mais la manière dont j'écris mes prompts quand je veux générer de l'image, par exemple, c'est le même processus que j'ai dans ma tête quand je crée un collage. En fait, je décris vraiment comme quand je suis dans une espèce de transe devant mon ordi à coller des éléments les uns avec les autres. En fait, finalement, c'est un peu la même chose, sauf que le résultat est quelque chose que je contrôle pas vraiment, en fait. Et c'est ça, justement, que j'aime bien, en fait. Est-ce que l'IA modifie la manière dont les artistes interagissent avec le public aujourd'hui? Est-ce qu'on ressent ça même dans le kick de manière générale? Dites-nous un peu, je donne la parole à celui qui se sent de se lancer. Moi, ce que je discutais avec Marie hier, qui fait la curation du festival, et on se disait qu'en fait, il y a un an, 90% des projets qui sont présentés cette année au KIC étaient impossibles, étaient même techniquement, pour la plupart, pas faisables ou n'existaient pas encore. Et donc, je pense que à ce niveau-là, comme le dit Anne, il y a quand même, quand on est dans une volonté de créer, c'est un jouet en fait, et c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est à la fois, ça peut être à la fois comme tous les médias, et énormément de médias le décrivent comme quelque chose de terrifiant qui va tous nous remplacer, et ça peut être ultra moche quand on voit maintenant des magazines parfois papier qui génèrent des articles, des illustrations d'articles avec de l'IA bête et simple. Ça lisse un peu quelque chose d'assez, moi je trouve assez horrible, assez froid. Mais quand il y a justement un artiste ou quelqu'un qui a une volonté d'utiliser sa créativité pour l'utiliser, c'est un jouet formidable, en fait, qui nous emmène dans des espaces qui probablement, dans lesquels on ne savait pas techniquement aller ou qu'on ne savait pas même imaginer réaliser, quoi. Et ça, je trouve ça pour des gens comme vous, je trouve ça, c'est vraiment, c'est quasi, pour le moment, quasi sans fin, et c'est un champ exploratoire gigantesque, quoi. J'imagine qu'on est en accord, je vois qu'on acquiesce. Absolument. Je pense que tu as touché un point qui est quand même, pour moi, qui est une visualisation de ça. C'est comme avant d'aller à la librairie, de prendre un livre, tu tournes les pages, tu arrives à la fin, tu as vu ce que tu avais à voir, mais c'est comme si l'IA, c'est un trou sans fin de ressources, de matériel dans lesquels on peut plonger. Puis oui, on pourra parler des côtés peut-être un peu plus négatifs de ça plus tard, mais je pense que pour des artistes qui ont envie de faire des choses plus grandes, de pousser des trucs, d'être surpris même encore, tu sais, de se surprendre de son propre art, c'est quelque chose qui devient difficile après plusieurs années. Je sais pas ce que t'en penses, Anne, mais de toujours être dans la surprise puis de se dépasser. Je pense que ça vient ajouter justement comme des ingrédients qu'on n'avait pas nécessairement accès. Ouais, je suis d'accord, et un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est pas que je m'ennuie, mais je me lasse assez vite de les esthétiques que je développe. En fait, c'est pas que je change de style, c'est que mon style il rebondit sur lui-même, et du coup, les itérations que moi je faisais avant moi-même en interagissant avec des nouveaux outils, maintenant avec l'IA, le rebondissement est, comme tu dis, infini, et il y a des nouveaux outils qui sortent tout le temps, et du coup des choses que tu m'aurais dit que je ferais le genre d'image que je fais aujourd'hui avec zéro connaissance en 3D ou voilà, c'est des choses que j'aurais jamais imaginé faire il y a même pas 1 ou 2 ans, quoi. Ouais. C'est un renouvellement constant, j'entends. Constant. Vraiment. Et alors, toi, Anne, ton travail critique les effets un peu du capitalisme, de l'hyperconnectivité, si on peut dire ça comme ça. Mais finalement, je vous entends, mais vous êtes hyper connectés quand même. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue aussi. C'est, mettre la lumière sur quelque chose, mais finalement, être conscient d'en être un peu prisonnier aussi.
C'est la bonne grosse dissonance cognitive dans laquelle on baigne tous et toutes. Et voilà, moi, en fait, je la trouve plutôt inspirante, cette dissonance. Et bon, voilà, j'ai pas choisi. Je suis vivante à cette époque-là et je préfère trouver les failles pour être créative et trouver des choses qui sont justement inspirantes et passionnantes et amener du débat et du questionnement. Ça veut pas dire que tout est noir ou tout est blanc, parce qu'on est quand même dans une société qui est du coup hyper polarisée, donc c'est facile d'avoir des débats qui sont hyper tranchés. Moi, je pense que tout est très 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 multicolore plutôt que gris, et il y a oui, je pense qu'il y a c'est plus complexe que de la radicalité, quoi. Alors, on n'y croit pas à ce risque de standardisation des œuvres à cause de l'IA générative qui s'est quand même vachement démocratisée ces derniers temps. Toi, avec ta vue peut-être un peu plus globale, avec tous les artistes qui sont là, ce risque de standardisation, on n'y croit pas trop? Non, moi je pense pas. Je pense que justement, Anne vient de le dire, quand un artiste en général ou un créatif, on va dire ça au sens plus large, à un moment donné, quand il va toujours chercher un nouveau champ d'exploration. Et donc, si jamais il voit que le champ dans lequel il est le même que tout le monde, je pense que naturellement, de par le fonctionnement de son esprit, il va vouloir aller chercher autre chose. Et donc, je m'inquiète pas de ça. Je m'inquiète. C'est clair que l'IA elle amène un lissage dans un niveau de qualité. Je suis dans les arts visuels, il y a un niveau de qualité en fait qui est beaucoup plus élevé que précédemment, parce que il y a des gens qui étaient dans le métier qui techniquement ne savaient pas faire certaines choses sans l'IA, et l'IA maintenant leur apporte un niveau qui permet de le faire, et donc ça lisse le marché, mais en même temps ça le tire vers le haut, et donc on a plus que jamais besoin, je pense, justement d'avoir des gens qui questionnent ça, qui remettent en question, qui se différencient. Sinon, si on veut pas avoir demain toutes les mêmes images, toutes les mêmes 3D, toutes les mêmes photos, toutes les mêmes animations, etc., quoi. Justement, se questionner, j'entends que c'est important. Pensez-vous que le public et les grandes institutions artistiques sont prêtes à accepter l'art créé par l'IA, de questionner ça et de le voir d'un point de vue positif? Je pense que les institutions artistiques ont tendance parfois à être très conservatrices, traditionnelles. Lente. Dites-moi un peu votre ressenti par rapport à ça. Est-ce qu'on sent qu'il y a une acceptation qui se fait tout doucement ou pas encore? Je pense que ça dépend à qui on parle. Je pense qu'on est chanceux d'être dans une niche de gens qui ont envie de créer des trucs qui sont pas justement la même chose dont le cover de magazine dont tu parlais, tu sais, qui se ressemble à d'autres trucs ou qui est moche. J'ai l'impression qu'il y a encore même des institutions artistiques qui sont pas encore en train d'accepter l'art numérique, là, tu sais. Donc je pense que ça dépend avec qui on a le discours. Je pense que dans notre niche, il y a des gens qui veulent faire des trucs bien, il y a des gens qui voient l'IA comme un outil, donc pour juste pousser leur craft plus loin. Donc ouais, je pense que c'est pas une discussion qui est au même niveau pour tous. L'art numérique, l'IA, à l'Académie des Beaux-Arts, on y croit? C'est lent, et l'IA elle est on est dans une période d'avant-garde avec l'IA, et l'art numérique était déjà en avant-garde, et les institutions rattrapent à peine là aujourd'hui la course de l'art numérique. Donc là, l'IA, on est à des années-lumière de là où les institutions en sont mentalement, en tout cas. Et alors le marché, n'en parlons même pas, c'est encore un autre grand vaste sujet. Mais bon, voilà, enfin ça fait partie des questionnements et des choses qui justement me stimulent intellectuellement autour de ces sujets-là, quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir ce genre de festival comme le KIC, où finalement on peut se réunir et puis partager ça vers un plus grand public aussi. C'est un peu le but.
C'est vraiment, c'est clair que c'est un de nos buts parce que c'est vrai que l'art numérique c'est compliqué à exposer. Il n'y a pas beaucoup de lieux, il n'y a pas beaucoup de festivals. C'était déjà compliqué quand on parlait déjà d'expliquer de l'art numérique, mais qu'en plus maintenant on y ajoute cette couche d'intelligence artificielle, c'est parfois encore plus compliqué. Mais nous c'est notre volonté, c'est de faire, c'est justement de l'exposer, de le faire tourner, de produire aussi avec le KIC. On essaye de soutenir et d'amener des projets non seulement au KIC mais dans d'autres événements. Et surtout, on a une volonté d'amener le tout public. Et on voit au KIC, on a un public professionnel qui vient. C'est plus de 3000 personnes sur cette édition. Mais c'est aussi du tout public. Et nous, c'est vraiment dans l'ADN de notre association d'amener des milliers de visiteurs à découvrir. Et c'est vrai que parfois, il y en a qui tombent devant des installations où ils sont très interloqués parce qu'ils n'en voient jamais, tout simplement. Ils n'en voient pas dans les grands musées, ils n'en voient pas dans les lieux culturels. Et on a cette volonté d'amener de plus en plus de monde et moi je trouve ça hyper important que le festival soit très populaire et dans le sens positif du terme et dans le sens où les gens s'intéressent demain à l'art numérique et à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez eu déjà l'occasion, vous, d'être confronté à des artistes traditionnels de l'époque, enfin, j'ai le peintre qui est encore là avec ses pinceaux, sa toile, et être dans un même événement culturel et de pouvoir partager aussi peut-être votre façon de faire, pouvoir échanger, ou est-ce que c'est encore assez clivant comme ça Moi, c'est moins dans l'industrie de l'art, mais plus dans l'industrie du cinéma où il y a comme une grosse division encore. C'est noir ou blanc. Très, ouais, absolument. Et c'est bêtement à cause du hardware aussi, hein, déjà. Ouais, absolument. Il y a un poids avec l'industrie du cinéma qui est lié à la technologie. Hein. Absolument, 100%. Je pense que qu'est-ce qui se passe, et c'est très normal là, dès qu'il y a une nouvelle technologie et là ça va très vite et c'est très gros. Mais je pense que les gens, pour le moment, voient l'IA comme en train... Tu sais, imaginons qu'on a le cercle de production, il y a tous les sphères, la 3D. Là, en ce moment, les gens pensent que l'IA va englober tout ça et juste tout manger. Il faut voir l'IA comme étant un autre outil avec lequel on peut... où tous ces autres sphères-là peuvent interagir. Je pense que c'est normal qu'on parle de l'IA comme étant quelque chose de presque destructif pour certains domaines. Mais je pense qu'éventuellement, on va arrêter de parler de l'IA pour l'IA, puis on va parler des projets qui sont créés, puis après, on pourra parler de la technique avec laquelle ils ont été créés. C'est mon avis. Ouais, parce que l'IA, elle chamboule plein de choses, quoi. Mais dans l'art numérique, dans l'art, c'est la même chose. Il y a l'art traditionnel, quoi. Il y a l'art physique et l'art numérique. Et ouais, pour moi, il y a vraiment une division, et c'est j'ai pas de souvenir, peut-être que ça me reviendra après, mais j'ai pas de souvenir d'avoir vu d'exposition où j'ai vu les deux cohabiter, quoi. Ça manque peut-être quand même. Complètement. En fait, je comprends pas la division en soi, quoi. Oui, je suis complètement d'accord. Je trouve que ça manque, oui. Voilà, c'est une idée peut-être sur laquelle plancher. Alors justement, on parle donc de l'IA. Est-ce qu'à un moment vous vous dites stop là, est-ce qu'à un moment donné ça va nuire à l'authenticité de mon œuvre, ou est-ce qu'on se met des barrières ou pas, ou est-ce qu'on pousse toujours plus loin? Quelle excellente question. J'ai un exemple récent très concret où là récemment j'ai commencé à entraîner mes propres modèles. Et je le fais sur une plateforme publique qui s'appelle Civitaille. Et en fait, quand on publie son modèle, il y a des téléchargements automatiques par certains utilisateurs. Et quand j'ai vu le nombre de téléchargements automatiques, j'étais là, ah non, en fait, j'étais pas prête à partager quelque chose que j'avais entraîné avec mes propres images, que j'ai mis des années à aboutir, et en fait pour moi il y a un vrai énorme sujet qui est impossible de développer de manière succincte là aujourd'hui en 5 minutes, mais sur l'art numérique sur internet, le support internet, l'open source,
qui est du coup quelque chose d'assez contradictoire parce que j'utilise des choses open source, mais moi je suis pas prête à donner mon travail de manière gratuite. Et en même temps, ça fait 15 ans que je poste des choses sur Internet de manière gratuite. Oui. J'ai généré de l'argent, mais de manière collatérale. Enfin, c'est pas, il y a pas d'économie en fait sur les réseaux sociaux ou sur Internet. Il n'y a pas d'achat. Bon, il y a le sujet des NFT qui est encore un autre vaste sujet. Mais bon, voilà, j'étais pas prête à donner mon modèle pour que les gens créent des images dans mon style, quoi. Et ça, pour moi, c'est un vrai sujet d'authenticité aussi, de garder sa propre personnalité, enfin sa propre œuvre, sa propre authenticité à soi et de pas trop la partager non plus. Et en même temps, mon travail, il est en ligne. Oui. Donc, si les gens ils veulent créer des modèles avec mes images, ils le peuvent déjà. Donc il y a une sorte de, pour le coup, il y a une vraie dissonance dans mon cerveau. Il y a un glitch où je sais pas, j'ai pas de réponse pour le moment, mais c'est un vrai sujet de réflexion en tout cas. Et vous, de votre côté, est-ce que dans le studio, vous fixez des limites comme ça Mais avant, je voudrais dire que c'est tellement intéressant parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui est mis dans une position où justement on utilise les outils sans trop savoir sur quoi ça a été entraîné. Puis de se mettre, de savoir que les autres peuvent utiliser nos trucs, je m'étais jamais réellement posé la question. Je serais un peu comme toi. Je pense que je serais un peu sous le choc puis faire comme OK, c'est vraiment ça, mais à la fois j'ai l'impression que tout ça fait déjà partie de ces modèles-là. Bon bref, la question c'était, excuse-moi. Si tu te poses des limites de temps en temps avec l'IA, te dire là non stop en fait, ou justement est-ce que on repousse toujours les pseudo-limites? Écoute, je me pose les limites à chaque fois que je me pose pas de limites quand je suis dans un processus. Après, je me pose des limites quand je veux poster publiquement des choses. Est-ce que ça a un plus-value? Est-ce que c'est mieux que justement la base où tout le monde peut être élevé aujourd'hui en utilisant les mêmes outils sans avoir trop de connaissances techniques? On a comme surélevé la barre vers le haut. Donc, la question que je me pose souvent, c'est est-ce que c'est pertinent que je poste ces trucs-là? Après ça, en termes de plus éthique, ça va trop vite pour l'instant pour qu'on puisse s'arrêter, je pense, puis dire ah non, moi j'utilise pas cet outil-là ou cet outil-là parce que on est tous au même niveau. C'est la course, c'est la guerre en ce moment avec les Sora, avec les Runway, avec Dream Machine, tous ces trucs-là. Tout le monde sait que ça a été entraîné sur YouTube, sur tous les articles qui existent sur Internet. Tout le monde sait que c'est illégal, mais c'est la course, ils n'ont pas le choix de le faire. Donc, en ce moment, si on se pose une limite, je pense que on ne pourra pas utiliser aucun outil qui est disponible. Donc, c'est plus une question critique de le résultat que j'ai. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que ça contribue à quelque chose ou pas? Donc, je pense qu'on va devoir peut-être redéfinir le terme d'authenticité et d'auteur avec l'IA. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gilles. Ils viennent de le dire. En fait, c'est le Far West. Moi, j'identifie cette période à la période Far West, des gens qui partent. Tout le monde sait qu'il y a de l'or, je parle pas que des artistes, je parle des entreprises, de tous les projets qui arrivent. Et puis après, à un moment donné, ça va se construire, ça va se réguler, dans 2 ans, ce sera tellement intégré dans notre travail et dans nos outils du quotidien que on sera sur autre chose. Il y a 2 ans, on parlait d'autre chose. Et maintenant, c'est le principe des technologies, c'est quand même qu'il y a cette espèce de recherche sans fin. Mais j'aime bien l'idée du Far West, moi, de me dire que dans le Far West, il y avait des cons, il y avait des gens géniaux, et il y a des gens qui ont trouvé de l'or, et il y a des gens qui ont voilà. Et donc c'est vrai que ça veut dire que c'est une période où il faut se poser beaucoup de questions en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire à travers cet événement d'ailleurs, c'est que les gens se posent des questions, parce que c'est hyper important de ne pas le subir, que les artistes se posent des questions, que les entreprises les studios créatifs se posent des questions, et c'est essentiel à l'heure actuelle, quoi. Mais comme le dit Julien, on sait que il y a un côté, pour le moment, on est dans une zone grise. Et voilà, par contre, ce qui est sympa, c'est que ça ouvre des champs d'exploration gigantesques. Ça, je trouve ça génial, quoi, pour les gens qui aiment ça. On l'entendait avec toi, Anne, la question d'auteur en fait est complètement redéfinie, étant donné que c'est pas ça, tout artiste c'est toujours inspiré d'autres artistes, voilà. Mais voilà, sachant que l'IA générative peut rentrer, voilà.
où est l'auteur? Est-ce que c'est dans la créativité humaine qui a poussé l'IA jusque-là, ou est-ce que quand on considère que l'IA est passée par là, et ben finalement la notion d'auteur compromise? En fait, je vais rebondir sur cette histoire du coup, enfin, ça rebondit aussi sur ta question sur la notion d'authenticité. Comme tu le dis, les artistes se sont toujours inspirés de la vie, les uns les autres. Et en fait, pour moi, il y a vraiment, il y a ce truc de Far West où, pour le coup, c'est un truc complètement tech, où la tech, les boîtes de tech, elles ont pas le choix. C'est genre la tête dans le guidon, on y va, on fonce, l'éthique, on s'en fout, voilà. Mais de mon point de vue en tant que créatrice, il y a vraiment une notion d'amour en fait, quoi. C'est quand je suis inspirée par quelque chose que j'ai vu, c'est parce que je tombe amoureuse et où j'ai envie de l'intégrer, quoi. Il y a une espèce de passion en fait dans les images qui m'inspirent ou les choses qui m'inspirent, et voilà, enfin du coup l'inspiration elle fait partie du processus créatif, et l'IA en fait n'est pas différente de ça, quoi. Ouais. On parlait d'éthique, j'aimerais bien faire un crochet sur le côté un peu plus environnemental, l'empreinte écologique en fait de cette nouvelle forme d'art. On sait que l'IA demande énormément d'énergie pour pouvoir produire quelque chose. Est-ce qu'on y pense au moment de créer, ou où il y a une réflexion au KIC de se rendre compte aussi de sensibiliser les gens à eh bien oui, l'IA n'est pas quelque chose de vert et très écolo. Est-ce qu'on y réfléchit quand on crée ? Moi, ça fait partie de mon package dissonance cognitive. Je fais des choix, et j'ai toujours été passionnée par les écrans, et depuis toute petite, ça a commencé par la télé, l'arrivée d'Internet. J'ai grandi sans Internet, j'ai vécu l'arrivée d'Internet et les jeux vidéo, etc. Donc ça fait partie de mon ADN, on va dire. Je sais que c'est pas vert, je sais que j'ai un iPhone, je sais que c'est pas hyper éthique, mais bon voilà, je suis végane, j'essaye de prendre le moins l'avion possible, j'essaye d'avoir un mode de vie local, saisonnier, enfin dans ma vie quotidienne, j'essaye d'être le plus green possible, parce que je sais que de l'autre côté je suis pas green du tout. Voilà, plutôt que de se restreindre dans la créativité artistique, on se restreint plus dans son mode de vie de consommation. De ton côté, Julien? C'est un peu la même chose ici. On fait des choix, c'est la même chose à la maison. On est végétarien. La voiture est peu utilisée. On prend le vélo quand on peut. Après, c'est sûr qu'on est dans un domaine qui demande d'être à la fine pointe aussi. En ce moment, je sais qu'il y a beaucoup de travail à faire de la part de ces entreprises-là, mais on voit aussi que Google, tout ça, se mettent un peu au nucléaire aussi pour essayer de réduire l'empreinte énergétique de leur truc. Oui, c'est des questions qu'on fait. Oui, je lance pas des recherches pour rien, mais en même temps, ça fait partie des outils. Donc, on est un peu schizo, en fait, quand on est artiste dans le monde du numérique et de l'IA. Du côté du KIC, oui, c'est quand même quelque chose auquel on essaie de sensibiliser aussi le grand public, les artistes. Oui, on est hyper sensible. On a tout un programme dans le festival justement pour réduire notre impact depuis maintenant 3 ans ou 4 ans. On a lancé ça dans le festival. On favorise énormément les voyages en train quand c'est évidemment possible. Pour les artistes et les intervenants. On a toute une série. Et puis voilà, comme vient de le dire Anne, on vit dans le monde dans lequel on est, avec toutes les problématiques que ça nous pose comme question personnelle à tout un chacun, tous les choix qu'on essaye de compenser par rapport. C'est vrai que moi aussi je travaille dans les techs, je suis beaucoup à l'étranger, donc cet impact-là, il est tout le temps dans nos têtes, en train de se dire bon, est-ce que c'est normal que je suis en train de voyager pour aller nourrir le KIC, etc. Est-ce que c'est bien de faire venir des gens de partout dans le monde à Namur pour venir découvrir ces expositions? On vit avec ces conflits, et quand je parlais tout à l'heure de Far West, c'était pas spécialement en bien, évidemment, et c'est avec tout le côté aussi négatif. Et j'ose espérer que, comme vient de le dire Julien, les sociétés justement qui génèrent
les sociétés tech qui travaillent cette IA travaillent aussi à des solutions comme le font les gens dans les fintech aussi, dans le Bitcoin, etc., où ils cherchent aussi des solutions pour évidemment que ce soit beaucoup moins consommateur que ça ne l'est actuellement. Parce que évidemment que c'est dramatique de consommer autant pour générer de l'intelligence artificielle, évidemment. Est-ce que on réfléchit à, vous l'avez fait avec Doc Studio pour Tomorrowland, comment se dire, on fait l'événement, mais au moment du Covid, pas vraiment en présence. Voilà, le Kik est fort présentiel quand même. Ouais, alors on a fait Tomorrowland pendant le Covid la version online, mais tout ça c'est fini déjà. Les galeries virtuelles, les concerts en ligne, les expositions universelles à travers un écran. Franchement, c'est non quoi. On a besoin de toucher, de le vivre. Ouais, je pense que c'est impossible. La force du Kik, c'est les rencontres, c'est les gens à un moment donné qui passent la soirée comme hier à la Nef autour d'un verre et qui discutent et qui se revoient aujourd'hui, qui font naître des projets et ces rencontres interpersonnelles sont tellement. C'est limite. Mais complètement. Et en fait, on voit que c'est même pas notre choix. C'est les gens n'en veulent pas, tout simplement. Il y a même pas de marché en fait pour avoir un petit avatar et se balader à un concert. Non, quoi. C'est pas. Moi, j'y crois pas du tout. Mais oui. Peut-être un petit conseil à donner à des jeunes artistes qui se lancent et qui sont intéressés par l'IA, par tout ce qui est IA générative. Un petit conseil à leur donner, peut-être, vous, avec votre expérience maintenant depuis plusieurs années. Moi, je dirais juste de se lancer. En fait, c'est que tous ces technologies-là, ils sont pas très compliqués à apprendre. Moindrement que tu te débrouilles un peu. C'est pas comme apprendre un nouveau logiciel. Oui, on peut peaufiner puis arriver à un niveau où on arrive à faire faire la machine ce qu'on a en tête un peu mieux. Mais ça reste des trucs de base. Donc, moi, je dirais, lancez-vous, essayez des choses, allez trouver un filon qui fonctionne pour vous ou une combinaison justement d'outils qui fonctionnent pour ce que vous avez envie de créer. Je vois pas vraiment d'autres conseils, c'est tellement frais et nouveau. C'est pas Anne, toi? Ouais, même conseil, expérimenter. Plonger et... Accepter qu'il y ait des choses un peu en dehors de notre schéma de pensée habituel. Accepter les propositions qui sont différentes. Et accepter de se remettre en question et d'évoluer tout le temps aussi, j'imagine. Ouais. Et puis, expérimenter et prendre du plaisir. Important, très plaisir. Dites-moi un peu où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver, peut-être les prochaines grandes dates en 2025, où est-ce qu'on va pouvoir vous voir, ou des publicités ou des clients avec qui on va travailler, si on peut les donner, bien sûr. Alors moi, en ce moment, j'ai un film qui est finaliste dans un concours de film en IA. Qui s'appelle Deepsfake, qui est un court-métrage sur l'aventure d'une petite pomme de terre polymorphe. Oui. Donc là, la compétition se termine en fin de mi-novembre. J'ai une exposition dans la galerie qui me représente en novembre aussi, fin novembre, que j'ai co-curatée avec une artiste numérique qui s'appelle Inès Alpha. On aura un autre artiste qui s'appelle Tiggy Thorn et Bora Murmure, qui est aussi artiste numérique de tout le monde de très grand talent. Et après, en 2025, je vais avoir une exposition au musée Max Ernst. Donc je suis très, très honorée, très contente, au Cube, en région parisienne, à Garges-les-Gonesse. Les projets n'arrêtent pas. Et pour le coup, je commence une année 2025 avec des expositions assez galvanisant finalement. Carrément, super contente. Julien, de votre côté? Moi, c'est un peu plus simple, mais il va y avoir nos premiers NFT qui vont être disponibles vers la fin de cette année, et puis une exposition au Mexique qui va être dans une galerie, une espèce de resort pendant un événement dont je pense que je peux pas encore parler, mais qui devrait être assez intéressant. Puis ensuite, cette expo-là, on a l'intention de la faire voyager, donc peut-être au Kik un jour. Pourquoi pas? J'imagine que d'ailleurs le Kik 2025, on bosse déjà dessus. Mais d'ici là, il y a peut-être d'autres rendez-vous aussi.
Ouais, doucement, hein. On bosse pas. Laisse-nous terminer cette édition. Non, oui, ben on commence demain. Par contre, ça c'est vrai que dès que, en général, quand le kick est terminé, on repart sur les routes avec Marie. Et on est toute l'année en fait dans des événements, dans des festivals, dans des conférences. Là, rien qu'en novembre, moi j'ai 4 événements. Marie en a 2. Elle va au festival Chronique à Marseille. Moi, je vais à Munich, à Berlin. Donc c'est vraiment, je pense que c'est la richesse aussi je crois, de notre projet, c'est que on n'est pas ici physiquement en train d'attendre que les projets viennent. Et je dis toujours que le kick c'est l'instantané d'une année de rencontres. Et donc je serais ravi d'être invité au Mexique pour aller voir l'exposition de Julien et Ève, pays de mon cœur en plus. Donc voilà. Voilà. En tout cas, un tout grand merci à tous les 3 d'être venus sur ce plateau pour échanger sur cette thématique de la créativité et de l'IA. Je vous souhaite un bon festival et une bonne suite pour tout le monde. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Technominds, votre talk totalement tech. Cette émission vous a été proposée par Diedrich Legrain Consulting. Intégrez l'IA en toute confiance.